Bienvenue à On se livre, le balado qui met en lumière des personnalités fortes qui pensent le monde, chacune à leur manière. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et je suis autrice, réalisatrice et chercheuse à l'Université Concordia. Je m'appelle Maïka Sondarji, essayiste, chroniqueuse et professeure en relations internationales à l'Université d'Ottawa. On est amis depuis 15 ans et on vous invite dans notre safe space où tout peut être dit. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour Fabrice. On est très contents. On est très contents de te recevoir pour cette deuxième saison de On se livre. OK, c'est la deuxième saison qui commence. Je te l'annonce, Léa. Hey, je suis vraiment au courant des dossiers comme d'habitude. De ton podcast. Oui, exactement. Écoute, ce sera peut-être le premier, le deuxième épisode, qui sait. Mais on a adoré ton livre qui va sortir probablement, si tout se passe bien, en mars. Oui. Donc, sera déjà sorti quand on va sortir cet épisode. Puis en te lisant, moi, je te connais quand même. Attends, on va nommer le titre. On va-tu nommer le titre? Oui, tout à fait. Bon garçon, compliment égaré. Oui. Donc, nous n'avons pas la page couverture encore, mais ça promet déjà. Et donc, je disais que je te connais bien, t'es un homme que j'admire beaucoup, mais en te lisant, on a l'impression que tu as eu 1232 vies différentes. Avocat, entrepreneur social, chroniqueur, homme spirituel, papa, ami, militant. Puis t'as aussi, plein de contradictions. T'as nagé dans plein de milieux, des regroupements militants, au congrès du PLQ. Il y a plein de choses dans ce livre-là. Donc, Fabrice Ville, qui es-tu? C'est une bonne question. Je pense qu'avec les étiquettes que tu as utilisées, je pense que je me retrouve dans chacune d'entre elles, à tout le moins dans mon historique personnel. Et aujourd'hui, si je parle de qu'est-ce que je fais professionnellement, je suis content de dire que je suis un auteur et que c'est le fun. J'ose quand même, après avoir écrit un livre, je pense que je peux me permettre de dire ça. Je fais des conférences, je le dis souvent, ce qui paye mes factures, c'est faire des conférences. Puis après ça, j'ai ma vie de papa qui prend énormément de mon temps. Et du reste, j'aurais tendance à dire que j'aime vivre ma vie en voyageant à travers les identités. Je pense que si je fais le lien avec le livre et les réflexions qui m'habitent beaucoup ces jours-ci, c'est de ne pas rejeter les identités, peu importe quelles qu'elles soient, mais c'est de pouvoir avoir le loisir de ne pas être cantonné dans une identité. Et donc, je dis ça pas pour rejeter l'idée de dire qui je suis, qui je suis, Fabrice, tu sais. C'est vraiment ça. Fabrice, ça peut changer, Just Fab. Puis c'est drôle, même quand je me le dis, ça résonne pour moi de pouvoir me dire ça. Donc, c'est ce que je nommerais. Je trouve ça intéressant parce que, justement, tu te définis pas nécessairement par le travail ou par des accomplissements, mais plus par un état d'être, je pense. Puis, tu sais, moi, je te connais pas comme Maïka te connaît, donc c'est comme une découverte. Puis, je t'ai vraiment découvert en lisant le livre, justement. Puis, j'ai trouvé ça fascinant, en fait, comment tu réfléchis à la société dans laquelle on vit. Puis je retrouvais ce que je lisais aussi dans tes chroniques. Tu sais, toutes les nuances que tu peux amener, puis tu es quelqu'un qui analyse beaucoup le monde dans lequel il vit, je pense, puis tu es capable de faire finalement une analyse politique de ton monde. Puis c'est ça, moi, j'ai découvert un gars super nuancé. Mais c'est une force que tu as, je pense. C'est un bon prélude à la question de c'est quoi pas le projet politique, mais tu sais, un essai d'habitude, c'est pas un essai, c'est récit, mais ce serait quoi la ligne politique ou l'argument? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent en une phrase que les gens parlent de ton livre à quelqu'un et disent achète ça parce que ça parle de ça? Ça parle pas juste de Fabrice, ça parle de tellement de choses, mais... C'est une très bonne question. Il y a différentes manières de le voir, puis c'est peut-être la nuance fait en sorte que c'est le défaut d'une qualité aussi, là, parce que je pourrais partir pendant la prochaine heure sur cette question-là. Je vais faire attention, tu m'as dit une phrase. Ça donne que le livre, il sort à une époque où on assiste ou on participe à une ère moderne en déclin. Et avec un monde totalement inconnu qui est en train de se lever et qu'on n'est pas capable de définir. On est capable de voir des parties, mais il n'y a pas personne qui a compris qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là. C'est assez fou. En tout cas, si quelqu'un l'a compris, écrivez-nous parce qu'on a la Voilà. Mais je pense que c'est assez juste de dire l'ère moderne, elle est en déclin. Peu importe les mots qu'on utilise, la civilisation telle qu'on la connaît, elle est en déclin. Et si je fais le lien avec
quelque chose que je crois avoir fait dans le livre, c'est de partager mon expérience intime de croyances qui ne fonctionnent pas dans notre ère moderne, ne serait-ce que la notion de succès et de réussite. Donc, le gars qui veut réussir selon les codes qu'on connaît, selon l'ascension sociale qu'on connaît, j'ai participé à tout ça de par mon parcours pour me dire finalement, pas juste me faire frapper avec un 2x4 sur le visage, non, Fabrice, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une expérience intime qui offre un regard sur la société. Maintenant, je conclurai aussi en disant que je ne l'ai pas écrit au point de départ avec cette intention-là. D'un, je ne savais pas où on en serait. Ce projet-là, il date d'environ 5 ans depuis le début, à tout le moins quand j'ai commencé à l'imaginer. Puis, je n'ai pas prédit ce qui allait arriver aujourd'hui, en 2025. Et je ne savais pas ce que je voulais écrire. Mon premier texte, là, ça a été quand j'ai commencé à écrire sur la fois où j'ai mangé des chips au cheddar de campagne en secondaire 2, dans la classe de français ou de latin, je n'ai pas souvenir spécifique. Ça a été littéralement mon premier texte. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Puis le texte suivant, c'est quand j'étais à l'église avec ma mère. Puis le texte, c'est comme si l'histoire s'est révélée d'elle-même à travers les textes. Puis plus ça avançait, plus ça s'est fignolé. Donc, ma réponse la plus honnête, là, c'est que j'avais le goût d'écrire, j'ai voulu me faire du fun, je l'ai écrit. Puis plus ça avançait, j'étais comme « wow, c'est ça que je dis ». Puis plus ça s'est précisé au fur et à mesure. Parce que, tu sais, c'est un balado sur les livres. Oui. Il y a toujours une... Bienvenue à On se livre. Là, en passant, on se livre. Mais tu sais, je trouve que écrire, tu sais, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Puis on est bombardé d'informations, de mots, de discours sur les réseaux sociaux. Donc, il y a toujours comme une intention aussi, effectivement, une impulsion lorsqu'on écrit. Puis c'était justement ça, ma question, c'est pourquoi écrire? Donc, c'est par instinct, si je comprends bien. Tu avais besoin de l'écrire, ça. Moi, ça a été... Oui, je pense que j'avais besoin... Il y a quelque chose en moi qui avait besoin de sortir ce qui est dit dans ce livre-là. Il y a le petit garçon qui adore écrire depuis même avant le primaire. Là, je me souviens de la maternelle où j'adorais faire ça. Et ce que j'ai constaté en rédigeant le livre, je pense que c'est quelque chose qui est rendu clair en écrivant, c'est que j'avais beaucoup écrit, comme on dit, en guillemets, comme il faut, en apprenant à écrire comme il faut les règles. J'ai beaucoup écrit professionnellement qu'est-ce que je devais écrire, mais j'ai rarement écrit ce que je voulais écrire. Et même les chroniques, tu sais, les chroniques, c'est mon opinion, c'est sûr, mais c'est un format, c'est 800 mots, 900 mots peut-être. On doit quand même, à part si on a vraiment un aura particulier, on doit vraiment... coller à l'actualité. On ne peut pas juste écrire sur un sujet comme à la Foglia à une certaine époque ou à un Lagacé aujourd'hui. Donc, il y a quand même des contraintes. Et il y a des contraintes environnantes qui font en sorte... Il y a des codes aussi de la chronique qui font en sorte que pour avoir écrit autant dans la presse que dans le Devoir, j'ai pas tout le temps non plus été dévoilé peut-être le côté artistique de ma personne. Tu te dévoiles dans le livre. Ben, beaucoup plus. C'est que j'ai beaucoup plus de plaisir à écrire ce livre-là que tout ce que j'ai écrit dans ma vie, là. Loin. On a eu beaucoup de plaisir à le lire. Puis je revenais sur un truc dont tu parlais plutôt sur les échecs, parce que je trouve que c'est un des fils conducteurs. C'est ça, tu parles de douance, mais comment est-ce que... Bon, ça peut amener des côtés négatifs, ou même si tu es très performant, parce qu'on le voit dans le livre, tu es performant, tu parlais des codes, tu sais très bien comprendre les codes quand tu arrives dans un milieu, puis performer selon les codes du milieu. Plus tard, on pourra parler de code switching. Oui. Mais tu parles beaucoup de tes échecs, là, notamment quand tu avais étudié pendant 1 an pour être coach. Il y a différents moments dans ta vie où tu as eu des échecs, puis où tu as eu un très mauvais travail final, par exemple. Puis il y a un évaluateur qui t'a dit, tu parles dans ton livre, que l'évaluateur t'a dit que tu devais trouver ton talent difficile à porter. Puis c'est peut-être pour ça. Pourquoi tu penses que c'est important de parler des échecs aujourd'hui dans ce monde-là, justement, où on est très compétitif, on se regarde, on se compare toujours? Puis en quoi réfléchir à ces échecs peut peut-être nous rendre meilleurs comme société? Ben, si je parle de mon expérience, j'ai eu du plaisir à tomber dans l'autodérision. Oui, tu as de l'humour aussi dans ton texte. Ben oui, j'essaye, exact. Donc, il y a eu, encore une fois, dans mon plaisir, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est de dire, hey, j'ai du fun à parler de choses que j'ai vécues qui rient de moi. La deuxième chose que je nommerais, c'est que de par l'intention que c'est dévoilé, beaucoup une critique
de l'élitisme, notamment, de certains dogmes de société, la performance à outrance. Quand j'ai écrit, vu que j'étais le matériel de mon livre, c'est moi que je devais viser. Fait que ça devenait... Je devenais l'objet ou le personnage qui était critiqué dans le livre. Oui, il y a d'autres personnes à travers les chapitres qui sont critiquées ou d'autres institutions, mais je suis la première cible de mon écriture. Puis quand je parlais plutôt de l'ère moderne qui ne fonctionne pas, c'est toujours, je me cassais les dents sur « ça ne fonctionne pas, Fabrice, ce que tu fais ». Puis bien entendu, je pense que on peut apprendre des échecs beaucoup plus que des réussites. Moi, j'aurais pas voulu un livre. Regardez-moi. Regardez-moi comment je suis bon. Ça aurait été désagréable à lire. Puis une photo. Il y en a beaucoup, je te dirais, qui font ça. Là. Oui, à peine subtil. C'est ça que je ne voulais pas. Même si on n'a pas la couverture directement, mais la couverture est très dans le festif, puis très dans l'aspect peut-être plus ado de moi. Puis j'ai un ami qui a lu un article qui disait quand les gens se mettent dans leur visage sur un livre, c'est un peu comme une carte de visite. Puis quand je lui ai montré ma couverture, il était comme, ça, c'est pas une carte de visite. C'est comme si, même dans ma présentation, je voulais pas que ça ressemble à une présentation LinkedIn. C'est ça que je voulais pas. Fait que idéalement, ça vend pas bien. Mais ça peut vendre parce que c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi. Mais il y a des images... Excuse-moi, je t'interromps. Oui. Je peux-tu dire par rapport à la question de l'échec aussi? Parce que c'est important par rapport à l'ère moderne, puis ce qui nous attend, selon moi. Il y a un chapitre dans le livre... En fait, il y a un chapitre qui n'est pas dans le livre. C'est un chapitre où je parle de mon goût de la lecture. Mais je parle aussi de mon goût de la lutte. Quand j'étais ado, quand j'étais enfant, puis comment je tripais sur... J'adorais ça, moi. Je regardais, puis c'était plein de clichés dans la lutte. Mais l'ancien propriétaire du circuit de lutte, la WWE, à l'époque WWF, c'est un ami de Donald Trump. L'ex-femme... donc l'homme s'appelle Vince McMahon. L'ex-femme de ce monsieur-là a été sous l'administration Trump au premier mandat. Je ne sais pas si elle l'est encore aujourd'hui, mais les deux, de très grands donateurs. Je parle de ça parce que les codes de la lutte utilisent beaucoup la fable, mélanger la vérité et le mensonge, imaginer que l'irréel est réel et miser aussi sur l'agressivité. Ça, ce sont toutes des techniques ou des manières de vivre qui ne sont pas acceptés dans la société, des gens qui se prennent, en guillemets, trop au sérieux. De rire de soi, de fabuler, que j'aime appeler. Et on est présentement dans une ère politique qui exige de faire ça présentement. Le spectacle. Et le spectacle, dans une certaine mesure, et on n'est pas outillé à le faire parce qu'on se prend trop au sérieux, selon moi. Parce qu'on cache nos faiblesses, parce qu'on rit pas assez de nous autres. À un moment donné, on n'a pas le choix d'aller... Si on veut combattre ce qui émerge, on n'a pas le choix d'aller dans quelque chose qui est aussi spectaculaire, mais du côté amitié, amour, intimité, vulnérabilité. Il faut qu'on aille vraiment... Excusez-moi, j'ai le mot anglais, mais de façon egregious, là, de manière scandaleuse, sans borne, là, dans une vision qui vise à se connecter, à se rapprocher. Puis je nous trouve gênés. Donc, aujourd'hui, quand je pense à ma maigre contribution, je ris beaucoup de moi un peu pour ces raisons. Mais il y a une liberté dans ce que tu dis, puis que tu prends, puis je trouve ça courageux parce que, on le sait, quand on écrit et qu'on écrit sur ce qu'on vit, ça implique tous les deux gens. Fait, là, dans nos livres. Et ça implique des gens. Puis tu parles de ton éducation, notamment, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que tu le fais sans jugement, mais tu dis des choses quand même. Tu révèles les affaires. Sur tes parents. Sur tes parents et tout. Puis en même temps, je trouve que c'est très instructif sur ce que tu es. Puis on sent ta liberté de parler. Mais est-ce que ça a été difficile pour toi d'assumer ça, de dire, moi, je vous présente qui je suis. J'ai eu une éducation plus sévère, axée peut-être des fois sur la performance, etc. Voici ce que j'ai à vous dire. Est-ce que c'était rochant comme à accepter ça, de te livrer? Il y a eu deux choses qui ont été difficiles dans ma rédaction par rapport à ce que tu abordes. La première des choses, c'est par rapport à mes proches. Puis de savoir, c'est quoi la ligne de ce que j'écris qui peut aller publiquement? C'est quoi la ligne qui reste? Qu'est-ce que je dévoile avant à mes proches? Qu'est-ce que je ne dévoile pas parce que ça va être contre-productif et ça va m'empêcher de pouvoir être créé comme je le souhaite?
Donc, j'ai eu à naviguer ça. Une chose qui m'a aidé, c'est d'écouter une vidéo de l'auteur Ta-Nehisi Coates, auteur américain, qui disait à la base qu'il ne sacrifierait jamais des membres de sa famille pour un livre. Et que peu importe ce qu'il écrit, sa ligne éthique, c'est est-ce que la personne qui va le lire, peut-être qu'elle va être en désaccord, mais est-ce qu'on va maintenir le lien? C'est un peu qu'est-ce que j'en ai interprété. Puis son premier livre, The Beautiful Struggle, est très critique de son père. Mais il adore son père. Donc, on le lit dans le livre, on le voit. Donc ça m'a guidé. Parce que j'ai vu d'autres cas ou des situations où tu finis par publier quelque chose, puis tu génères des conflits de famille. J'ai pas le contrôle là-dessus. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'ose espérer. Es-tu nerveux? Un peu. Mais je te dirais, ça me fait penser au livre de Jean-Philippe Plot. Je sais pas si tu l'as lu sur les transfuges de classe, tout ça. Le titre me vient plus, là, mais... Rue du Plessis. Rue du Plessis, ben oui. Puis au début, je lisais ça, je me disais, waouh, comment ses parents vont réagir? Puis finalement, ils ont très bien réagi. Ouais. En fait, ça dépend quelle famille, hein, parce que des fois, là, moi, écoute, je parle pas de ma famille, pratiquement. C'est sûr. Exact, il faut faire attention. Chaque cas est unique. L'autre chose que je nommerais aussi, il y a eu des chapitres, surtout les chapitres qui concernent des organisations, donc des gens avec qui j'ai collaboré, donc au-delà de ma famille, où ça m'a pris quand même 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien de versions pour arriver à la version que je voulais dire, parce que des fois, c'est un processus aussi de guérison pour moi, d'écrire, pour ne pas avoir l'air fâché, pour ne pas avoir l'air être contre, parce que c'est pas ça que je voulais transmettre. Je veux pas que les gens pensent que je fais des règlements de compte dans ce livre-là. C'est pas ça du tout l'intention. En fait. Mais une histoire, une personne dont tu parles que je trouve très belle puis qui t'a amené à repenser ta manière d'être un militant, c'est Will Prosper notamment. Puis tu dis comment tu le respectes, puis comment est-ce que, il y a, je sais pas ça fait combien d'années, mais où tu avais réalisé que vous aviez des formes de militantisme différents. Ben oui. Puis à un moment donné aussi, tu cites la chanson de Impost, Rien à perdre, où tu dis la cause reste la même, réveiller les bros qui se reposent. Oui. Puis là, je trouve que c'est un peu un livre sur comment tu t'es réveillé toi-même à ton mode de militantisme. Je veux pas dire que tu t'es radicalisé, mais tu as réalisé différentes manières d'arriver à la justice sociale, antiraciste et autres. Donc, comment est-ce que des rencontres comme ça peuvent t'avoir influencé le Fabrice d'aujourd'hui? C'est la question, c'est comment ça a pu m'aimer. Comment conjuguer aussi l'amitié quand on a des visions différentes du militantisme? Ça se peut-tu, ça? Oui, je pense que si on prend le militantisme, puis je rejette pas l'étiquette militant, mais je cherche pas à me l'approprier non plus. Il y a des personnes pour qui l'étiquette est chère, elle veut dire quelque chose en particulier. Donc ça, je respecte ça. Mais si on prend quand même la sphère du militantisme, pour moi, il y a la fameuse notion de la diversité des tactiques. Donc, tout le monde ne milite pas de la même façon. Et donc, moi, je vois ça comme étant un peu un prendre ou à laisser avec certaines balises, disons, éthiques, certaines valeurs. Puis là, ça va au-delà du militantisme. Des fois, les gens avec lesquels je ne serais pas d'accord d'un point de vue militant, ben ce ne serait pas non plus mes amis. Puis il y a des gens qui... on a nommé Will qui est devenu mon ami, mais j'en ai d'autres qui étaient mes amis qui ne le sont plus, parce qu'il y a beaucoup de... Ça brasse, en fait. À cause de la diversité des tactiques. Notamment, ben oui, exact, notamment, parce qu'on se rend compte... Et puis, on met notre cœur sur la table quand on milite. Donc, finalement, on se dévoile dans qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Donc, ça a plus de chances de faire des flamèches que si on parle de la game de hockey... oui, c'est beaucoup plus profond. Oui, c'est ça, exact. Ben, les games de hockey, ces temps-ci, États-Unis, Canada, ça peut créer des flamèches. Ben, quand on est les deux pour le Canada, oui, ça va bien. Voilà. Et moi, une chose que j'apprécie des militants qui me challengent beaucoup, c'est que c'est tout le temps une invitation à confronter mes propres valeurs, à regarder c'est quoi mes angles morts. Il y en a du monde. Will, c'en est un. Émilie Nicolas, c'en est une autre. Puis je pourrais en nommer plusieurs. Que souvent, quand je leur parle, je rentre chez nous, je dis « Holy shit, qu'est-ce que j'ai pas compris de la vie? » Puis là, je réfléchis, je suis « qu'est-ce que c'est? » Ça me fait en sorte que je progresse comme personne. Et parce que je trouve là des pépites de savoir que j'aurais pas si je demeurais dans une forme de légèreté, disons. Donc, c'est challengeant, mais pour moi, c'est hautement nourrissant
d'être frère d'armes, d'être ami de ces personnes-là. Mais tu nommes deux personnes qui, selon moi, deux personnes que j'adore vraiment, à la fois leur militantisme comme personne, parce qu'ils sont ouverts à la diversité des tactiques aussi. Et moi, je suis aussi amie avec eux. Ils vont jamais m'avoir shamé d'avoir essayé de trop de parler au grand public ou d'être trop dans ci ou trop. Moi, je suis plus dans le milieu académique, essayer d'influencer les idées mais eux sont dans d'autres choses. Puis c'est vraiment. Puis ils me respectent là-dedans. Puis on peut être des camarades quand même versus des militants qui diraient ce que tu fais, c'est pas bon parce que c'est pas comme moi, je voudrais que ce soit toi. J'ai une question pour vous deux, en fait, pour nous trois. Est-ce que vous considérez donc militante? Est-ce que c'est vraiment comme. Parce que moi, des fois, les gens me disent « T'es une militante féministe », mais comme je me suis jamais identifiée spécifiquement comme militante, c'est-à-dire que je me suis pas impliquée dans des organisations, etc., mais je pense que ne pas être engagée dans notre monde est ridicule. Je veux dire, on vit dans une société, il faut s'engager, sinon... Ben moi, je suis comme Fabrice, parce que on m'a souvent présenté, même dans des articles, militante, puis je trouve ça prétentieux par rapport à des vrais militants que je connais qui font vraiment du militantisme. Alors que moi, comme académique, je me dis, universitaire engagé, ou je fais de la recherche engagée, ou j'essaie de... Mais c'est un terme, puis c'est pas parce que je refuse le terme, au contraire, c'est comme si je veux pas me l'approprier parce que... Ah, tout à fait. Puis moi, je me retrouve là, puis ce que je nommerais, parce que c'est quand même pas anodin de mentionner que souvent, moi, j'entends des gens discréditer l'étiquette militante. Puis je pense que j'ai une ligne qui dit, je me souviens pas, une ligne qui dit dans le livre, et souvent, c'est des gens qui ont du pouvoir, qui militent pour leur pouvoir, mais ils vont traiter de militants ceux qui challengent le pouvoir. Fait que c'est un peu... c'est vraiment quelque chose. Fait que je discrédite certainement pas l'expression, puis après ça, on l'utilise, les gens peuvent se l'approprier ou non. Peut-être une chose que je voudrais mentionner aussi... par rapport à la question du cheminement, parce que c'est beaucoup ça, on parle des erreurs, puis je pense que ça, c'en est une thématique qui apparaît implicitement, c'est donner le droit au cheminement de se faire. C'est pas parce qu'on est d'un milieu donné qu'on est condamné à agir comme ce milieu-là nous l'a dicté. Moi, encore, c'est drôle, hein, je parle des chapitres qui sont pas dans le livre, mais qui ont été écrits. Coudon, sont où ces chapitres-là? Ils existent. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais il y a un chapitre où je parle de quand j'ai lancé Pour 3 points, l'organisme que j'ai dirigé pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux juste le contextualiser, ce que c'est Pour 3 points? Alors, Pour 3 points, c'est un organisme qui forme des coachs de sport de façon à ce que ces coachs-là jouent un peu comme des rôles de mentors pour les jeunes dans les milieux qu'on dit défavorisés. Donc, c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 2011. Et je l'ai fondé à l'époque où j'étais encore avocat pratiquant. Je n'avais pas d'intention de me lancer à temps plein dans ce projet-là, ce que j'ai fini par faire. Et je vous en parle parce que arrive 2012. Donc, moi, je suis avocat au coin de Metcalfe et Sherbrooke. J'ai ce projet-là qui a vu le jour depuis quelques mois, mais ma vie professionnelle, c'est être en complet au top d'un building, la Tour Scotia. Puis là, quel cabinet? L'Anglois. Non, c'est correct, on peut le dire. Ouais, l'Anglois. L'Anglois, à l'époque, oui. Tu faisais du droit, quel type de droit? Je faisais du litige. Donc, c'est un terme qu'il ne connaissait pas. Exact. Je faisais semblant de savoir c'était quoi, mais c'est ce qu'on voit à la télévision. Commercial, du litige commercial? Exact. Donc, plaider devant les tribunaux, à part quand c'est des poursuites criminelles, mais si c'est des poursuites en entreprise, c'est du litige, c'est du conflit. Donc, on gère le conflit. Donc, moi, c'est commercial, civil, des fois, c'est du droit public. Donc, les questions de droits et libertés, je les ai beaucoup étudiées à travers ça. Donc, c'est ça mon travail. Puis donc, tu as fondé Pour 3 points. Fondé Pour 3 points. Alors, et puis, on est en 2012, donc c'est la grève étudiante. Voilà. Alors, il faut... Je le mets en contexte. Arrêtez-moi, parce que c'est un gros contexte, mais moi, je suis dans un bureau où on n'a pas vu de carré rouge dans ce bureau-là. Hein? Puis on n'a pas vu dans les bureaux, dans le centre-ville en général. Tu nous as pas vu dans ton bureau. Non, je ne vous ai pas vu dans mon bureau. Moi, je connaissais les chambres de commerce. Moi, je travaillais dans des dossiers où tout le monde était en train de regarder les opportunités du plan Nord. On se souvient Jean Charest à l'époque qui faisait la promotion de ça. C'était ça mon milieu. Et là, moi, je fais appel à des bénévoles, des tuteurs bénévoles pour 3 points. À un moment donné, ils s'en vont. Ils s'en vont l'aide aux devoirs parce que c'est important pour eux de manifester puis d'assister aux assemblées étudiantes. Mais moi, ça me frustre parce que je fais comme, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. Et c'est eux autres qui m'ont assis puis qui m'ont expliqué les enjeux en cause. C'est eux autres qui m'ont parlé
des possibilités, en fait, d'entrevoir la réallocation des ressources différemment au plan gouvernemental. Sinon, moi, j'entendais les bruits des manifestations quand j'étais dans mon bureau. Mais si ces gens-là m'avaient condamné, exact. J'aurais pas pu cheminer. Alors, j'avais la passion, j'avais le parcours personnel, j'avais les liens personnels qui faisaient en sorte que j'ai fondé pour 3 points, mais la pensée politique n'était pas là. Là, je trouve ça tellement beau que tu parles de ça parce que même dans le milieu militant, mais dans tous les milieux, j'ai l'impression qu'on regarde des gens réussir. On va regarder Léa Clermont-Dion, puis on va dire, elle a toujours été comme ça, elle a toujours pensé l'égalité des gens, elle a toujours pensé. Mais l'affaire, c'est qu'on évolue avec les gens qu'on rencontre. Exactement. Tu parles d'une amie qu'on a en commun, Nadia Duguay, quand elle organisait des soupers où on parlait de toutes sortes de choses. Moi, j'ai rencontré toi, j'ai rencontré plein de gens là-bas. Will, plein de gens qui m'ont fait réfléchir sur le monde, puis qui m'ont fait évoluer dans ma pensée. Puis ça m'amène à faire un segway. Excuse-moi, c'est le moment segway. Parfait. Là, les gens qui nous écoutent vont Fabrice, par je l'explique encore. Un segway, c'est quand on passe d'un sujet à l'autre. Là, je trouve un pont. Pour passer de... Non, en fait, je sais c'est quoi un segway, mais je savais pas que vous fassiez... Vous aviez une cérémonie. Non, c'est parce que Léa savait pas c'est quoi. Fait qu'après 3 épisodes, elle était comme my God, tu dis ce mot-là, mais c'est correct, c'est correct. Segway. Mais d'ailleurs, c'est le mot le plus laid sur la planète Terre. J'accepte. On s'aime quand même. Alors, ça m'amène à parler du fait que je trouve que dans ta pratique, tu fais beaucoup ça. Tu essaies de convaincre les gens. Tu as beaucoup de générosité épistémique, je vais l'appeler comme ça. Tu as confiance que les gens peuvent évoluer, puis tu écris beaucoup. Donc, tu as écrit au Devoir, tu écris à la presse. Puis il y a un concept que j'adore, que tu amènes, que j'ai pas lu ailleurs, c'est le coût de l'expression. Puis là, tu parles de comment est-ce que être dans les médias quand tu parles de choses comme le racisme systémique, comme des inégalités, tout ça, ça peut être très difficile. Fait que pour toi, ça a été quoi ce coût-là? Qu'est-ce que ça a été quoi le coût de ton expression? Le coût de la parole. Le coût de ta parole dans l'espace public. Ouais. C'est un gros pour sujet, la petite histoire, ouais. Ben, parce qu'il y a des gros sujets, là, on va aller dans les sujets. C'est correct. Pour la petite histoire, le coût de l'expression, c'est une expression que je dois avoir vue à différents endroits, mais au moins, je sais que les Brutes, à l'époque, il y avait Judith Lucier, Lily Boisvert qui l'ont employé. Puis j'avais participé à une lettre ouverte qui avait réutilisé cette expression-là à une époque où Maïté Labrec avait été visée par des propos haineux. Donc, j'ai exploré cette notion-là dans ce contexte-là, mais je l'ai vu dans différents contextes, comme tu l'as introduit. Mais ce que je dirais qui est important de comprendre, selon moi, par les gens qui ne sont pas impliqués dans le débat public. Parce que les gens qui sont impliqués vont faire « Ben oui, je sais déjà ». Puis à de différentes manières, mais c'est su, tu sais, t'as un documentaire qui parle de backlash, donc c'est pas comme des choses qui sont nouvelles, que ce que je vais dire là, mais quand même, nous, on le sait parce qu'on est là-dedans. Oui, mais... exact. Alors, pour les personnes qui ne sont pas nécessairement familières avec l'expression en lien avec des enjeux sociaux, des enjeux qui affectent des groupes marginalisés plus spécifiquement, c'est que on ne fait pas des chroniques sur la cuisine. Tu sais, c'est comme la chronique sur la cuisine. T'es pas Ricardo. Non. Collaboration à venir. Possible. On va essayer de jouer, de jazzer ça ensemble. Mais c'est qu'il y a des sujets qui vont nécessairement attirer des sentiments qui sont confortables, agréables. Il y a d'autres sujets pour lesquels juste lire ou entendre pour plusieurs personnes, ça réveille des émotions. Donc, quand on parle de racisme, je pense pas qu'il y a un mot où il fait au minimum partie des mots qui génèrent le plus d'inconfort. C'est parce que c'est abject, en fait, comme phénomène. Et pour s'en cacher, il y a toutes sortes de réactions que ça peut émerger, autant au plan individuel, mais ces réactions-là, elles deviennent des réactions collectives, elles deviennent des réactions institutionnelles. Quand une nation veut éviter de se faire voir comme étant ce qu'on dit raciste, par exemple, ben il va avoir plein de stratégies, autant au plan médiatique qu'au plan politique, qu'au plan des acteurs qui sont sur la sphère présentement numérique pour rejeter certains discours. Et donc, ayant parlé beaucoup d'enjeux liés au racisme, liés à l'islamophobie, entre autres, ça a été quand même les deux situations au cours desquelles, quand j'en parlais, ben ça venait, mais autant de collègues
que de gens, encore une fois, de la twittosphère, beaucoup. Oui, des médias sociaux pires que d'autres. Là. Exactement, et bien, certainement. Puis X, aujourd'hui, c'est ça en était un, des chroniqueurs d'autres journaux. Et aussi de voir comment le soutien organisationnel n'est pas toujours aussi robuste par rapport à ces sujets-là, parce que les institutions ne sont pas séparées de ce problème-là. Moi, ça a été Comment tu l'as pénible, vécu, en fait. toi? Comment tu l'as vécu? Parce que tu t'es fait accuser notamment de détester le Québec. Je trouvais ça... Ouais, mais je serais vraiment curieuse de savoir comment tu as vécu ça. Qu'est-ce que tu as vécu, justement, dans quel moment? Le militant aguerri aura vu venir les coups dont je parle. Okay. Et donc, et même si aujourd'hui, je devais... Ben, en fait, j'ai une chronique. J'écris, puis je compose avec ça. Donc, tu reçois des commentaires. Ça m'arrive, puis tu sais, je reçois des commentaires, mais je ne m'en fais pas trop. Négatifs, je veux dire. Oui, tout à fait. Des attaques, là. Exact. Puis même, je dirais qu'à l'inverse, parce que l'inverse, je ne veux pas non plus être idolisé, c'est un mot, idolâtré. Idolâtré. Je ne veux pas être non plus idolâtré, donc je ne m'enfle pas la tête avec des commentaires qui vont trop vouloir me valoriser. C'est aussi dangereux, cette partie-là. Je suis d'accord. Ben oui, tu parles du culte de la personnalité. Là. Exactement, exact. Mais moi, quand j'ai commencé la chronique, puis c'est ça qu'il faut... En fait, quand j'ai commencé la chronique en 2016, c'est... Oui, je vois la scène publique comme étant désolante à certains égards, parce qu'on est dans la foulée de la crise des accommodements, on est dans la foulée de la proposition de charte des valeurs. Ça a été vraiment deux situations qui ont soulevé beaucoup de débats. Puis moi, j'ai vu ça aller. Mais je suis quand même le gars d'école privée, mais pas n'importe lesquelles. Puis le gars qui est un avocat, qui a du succès comme avocat, le gars qui a un beau non-profit super cute, que tout le monde aime, le gars que tout le monde encourage. C'est ça que ma construction, elle est bâtie en fonction de l'impossibilité d'échouer à ce moment-là. Donc, j'arrive avec l'idée que on me donne une plume. Hey, on aime mon écriture. Tout va bien. Tout va bien, moi. Au moment où on commence, dans un monde tout va bien. Je n'ai jamais vécu d'échecs. Vraiment... Oui, on en vit des petits, mais j'ai jamais vécu d'échecs importants. J'ai jamais pensé que j'allais perdre des jobs. Jamais. Mais ça, il y a plein de personnes qui gouvernent qui pensent comme ça. Ouais. Et qui vivent la vie comme étant, tous mes données. Alors, j'ai frappé un mur à ce moment-là parce que j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, en fait. Mais je trouve que ton livre, justement, c'est ça. C'est ta transformation. Beaucoup. Et c'est ton évolution. C'est-à-dire qu'on voit tout l'enfant qui devient finalement très performant, qui s'adapte au code de performance. Puis, à un moment donné, on voit comment tu développes ton libre arbitre. Puis tu dis, moi, mon identité, c'est pas ça nécessairement. Puis, je veux dire, juste imaginer dans les cabinets d'avocats, je veux dire, c'est inimaginable pour moi aujourd'hui parce que je te vois comme tu es, puis tu es tellement libre. De l'avocat aux quêtes de sens, de quêtes de spiritualité, dans des retraites silencieuses. Oui, c'est comme un vrai changement. C'est une évolution. Hein. C'est beau à voir, en fait, parce que c'est rare dans une vie que les gens changent comme ça, puis qui évoluent. Puis je me demandais aussi, on parlait du coup de l'expression. Puis tu oses critiquer des organisations, puis l'hypocrisie de certains membres d'organisations. Pourquoi avoir abordé cette thématique-là, tu sais? Pourquoi avoir... Juste que je sache, parce que pour pas me cacher, puis pour pas être critique dans ma réponse, je suis curieux de savoir, est-ce que tu as en tête écoute, on s'en est parlé. Non, mais c'est parce qu'on s'en est parlé, tu sais, comme on s'est appelé, là, je veux dire, on s'est parlé, en fait, de l'hypocrisie de certains milieux. Bon, écoute, je tourne autour du pot, moi, là. Il y a un gros pot de fleurs au milieu, puis on tourne autour. C'est bon, mais ça m'aide. Non, mais c'est parce qu'on s'est parlé, par exemple... je peux pas... Non, je peux pas aller là. Je peux parler de... Non, mais là, je t'ai suivi. OK, je peux y aller. Oui, vas-y. OK, d'accord, mais c'est bon. C'est parce que j'ose pas nommer, Non, c'est bon, parfait. Alors, moi, parce que sinon, c'est pour l'auditoire. J'ai un menu de personnes. Je veux pas que les gens partent en peur en croyant que j'ai comme tiré partout, mais c'est vrai qu'il y a quand même certaines
certains mouvements ou certaines institutions ou certaines chasses gardées qui méritent en fait d'être mises en question. Puis, ayant travaillé pour le plus clair de ma carrière professionnelle dans le milieu des OBNL, le milieu de l'innovation sociale, le milieu de la philanthropie. Donc là, je nomme les différentes étiquettes utilisées, mais qui convergent vers le même lieu. C'est pas tout le temps rose, en fait. C'est ça. Puis on a la croyance que... Puis donc, pourquoi je l'ai écrit? Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai écrit ça juste parce que à la base, puis c'est ça que je veux que les gens comprennent, je suis pas sorti de ma trajectoire pour en parler. Ma trajectoire, ça a été ça. J'ai pas fait exprès de dire, hey, je m'en vais parler d'affaires qui ont pas rapport à ma trajectoire pour dire des affaires qui peuvent susciter ma controverse. Ma trajectoire inclut ma déception de cet environnement-là. Et c'est parce qu'on peut se faire croire quand on voit ce secteur-là, disons, appelons-le le secteur social, on peut le voir comme étant plus vertueux que les autres milieux. On a l'impression que ces gens-là sont vertueux. Ben oui. Puis moi, je porte pas ça. Aujourd'hui, c'est clair pour moi, je porte pas la prétention qu'un milieu est plus vertueux qu'un autre. Il y a là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit en bon français. Puis ce milieu-là, je pensais que c'était quand même plus vertueux. Mais pour me rendre compte que les logiques de croissance à outrance, elles sont là. Les logiques de performance à outrance, elles sont là. Les rapports de pouvoir, de domination sont encore là. Les abus qui résultent de ces rapports de pouvoir-là sont encore là. Puis c'est couplé aussi avec de l'individualisme beaucoup parce que j'ai pu voir comment on peut être facilement érigé en sauveur et en messie dans ces milieux-là. J'ai comme trempé le pied là-dedans. De faire, oh my God. C'est très étonnant, d'ailleurs. Tu parles du héros-entrepreneur, non? C'est quoi? Oui, le héros-preneur. Héros-entrepreneur. Tu sais, on veut un changement social. Tu parles des fellows Ashoka, notamment. Ben oui. C'est ça, c'est de mettre des gens sur des piédestals. On a tous fréquenté, en fait, ces milieux, puis on s'est rendu compte à un certain moment donné que, je trouve que tu le nommes bien, les rapports de domination vont être perpétués dans n'importe quel milieu, même si on est vertueux, et même au contraire. Des fois... pourquoi vouloir tant montrer qu'on est vertueux? Mais ça, c'est l'esprit du capitalisme, tu le mentionnes. Il y a Dardo et Laval qui parlent de l'esprit néolibéral, de l'homme néolibéral, comment on est toujours une entreprise de nous-mêmes, puis c'est très individualiste. Puis la philanthropie, c'est ça. Il y a toutes les... Là, je drop des concepts, là, mais le philanthro-capitalisme, le fait que c'est vraiment un truc individualisant où on pense pas au système global. Mais est-ce que tu penses que la philanthropie, donc le fait que des fondations ou des individus partent des fondations et donnent de l'argent à des entrepreneurs sociaux, est-ce que ça peut encore être utile au changement social ou à cause de ces critiques-là? Non, moi, j'ose croire que je suis pas un puriste, là, en disant qu'on va fermer la porte sur un secteur complet. C'est pas binaire pour moi. J'ai vu des choses magnifiques en philanthropie. Je pense qu'il y a des gens dans le secteur qui font du travail extraordinaire. De plus en plus, hein. Je pense que l'enjeu il est structurel. Après ça, c'est que ça soulève des questions importantes qu'il faut se poser. Mais à la base, il ne faut pas oublier... La philanthropie, le mot parle, c'est l'amour de l'humain. C'est ça, la philanthropie. Donc, on ne peut pas exclure l'amour de l'humain. Il va toujours y avoir des gens qui vont vouloir donner qu'est-ce qu'ils ont pour les autres. Ben oui. Après ça, c'est comment est-ce qu'on réfléchit aux mécanismes fiscaux? Comment est-ce qu'on réfléchit à l'État qui peut se dédouaner de ça? C'est pas une excuse pour désinvestir l'État puis désinvestir les services sociaux. Donc, il faut juste y réfléchir. Mais je pense qu'il y a de la place à la philanthropie. Il faut que la philanthropie continue à exister. C'est juste comment est-ce qu'on veut la voir se manifester. Oui, puis c'est autre chose, je pense, la philanthropie, que des fois, justement, des rapports de domination dans des organisations spécifiquement axées sur l'innovation sociale. C'est juste moi, j'observe ça aussi, des critiques à l'interne de certaines organisations. Après avoir publié Porter plainte, par exemple, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui travaillaient dans des organisations d'économie sociale et autres, même de droit international, dans des milieux où on pense que tout est parfait, puis finalement, on se rend compte que ça c'est graffiné d'un bord et de l'autre. Moi, je donne des formations pour des gens en développement international, là où les gens... Tu sais, pour de vrai, c'est 100% des bonnes personnes, mais ça veut pas dire que tu reproduis pas des structures. Puis là, bon, je sais, là, j'ai pas de segway du tout. On passe d'un sujet à l'autre, mais parce qu'il y a un sujet que je veux vraiment aborder parce que c'est assez central sur la santé mentale et le racisme systémique. Donc,
tu nommes très bien plein de choses. Puis il y a certaines une chronique, entre autres, là, sur la blanchité que j'enseigne dans un de mes cours, d'ailleurs, que je trouve que tu as une bonne manière de parler de la hiérarchisation raciale, notamment de l'altérité, puis de comment la violence policière envers les personnes noires. Puis t'es encyclopédique. Là, je trouve que de manière très fluide, tu vas me parler de différents cas où il y a eu des personnes noires qui ont été assassinées par la police. Mais tu parles du lien entre santé mentale et racisme. Donc, comment est-ce qu'une personne noire peut être perçue quand elle est en problème de santé mentale? Puis on se rappelle évidemment Jean-René Junior-Olivier à Repentigny qui avait été tué en situation de crise de santé mentale. Donc, j'ai pas lu beaucoup de livres là-dessus. Peux-tu expliquer un peu ce serait quoi ce lien-là entre santé mentale, racisme systémique? Oh boy. Puis tu peux aller dans le personnel ou non, là. Oui. Ben... Il te reste 1 minute 30. Comment aborder ça? Je vais essayer de trouver la manière la plus complète, mais pas comme 25 minutes. Mais parce qu'il y a différents angles. La première des choses, si on vient aux gens qui ont été brutalisés ou tués en raison de la violence des forces de l'ordre, c'est que il faut savoir que la racisation, c'est encore un problème. C'est encore un problème. Comment est-ce qu'on infériorise des individus pour différentes raisons, mais entre autres de par leur couleur de peau. Et c'est sévère, ça. C'est pas juste conscient, c'est collectif, c'est intergénérationnel. On continue à porter ça. Tu sais, c'est pas comme si il y a des pommes pourries qui décident de tuer du monde. C'est pas ça le point. C'est qu'il y a quelque chose dans comment on conçoit le corps noir qui est violent à la base. Tu l'exprimes très bien aussi dans le livre, ça. Ben, je pense que ça a été un moteur. Hein, comme c'est poignant, en fait. Parce que c'est une des manières la plus violentes que j'ai vues. J'avais pas... Dans ma vie, c'est ça. Si j'avais fait des recherches théoriques, j'aurais peut-être vu autre chose. Mais chacun part de ses expériences. Moi, mes expériences, ça a été ça. Puis, en plus, déjà, la personne noire se retrouve à être brutalisée, tuée. C'est encore plus vrai quand elle a des enjeux de santé mentale, quand la personne se retrouve à être dans des états qui ne sont pas les états qui correspondent au raisonnement normal auquel on s'attend. La police, elle n'a pas les moyens pour répondre à ça. Mm-hmm. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de pour formation. Je sais qu'ils en parlent. Bon, on a eu notre chef de police qui a parlé aussi que les policiers ne sont pas outillés pour ça. Comme tu dis, c'est pas des pommes pourries. Il y a un problème de... Il y a vraiment un problème systémique, comme on dit. C'est un problème. Et donc, les gens réagissent tout croche, mais ça n'a pas de sens, en fait, on se dit, ben, tu sais, je peux comprendre le policier, tu sais, je peux comprendre le policier qui a peur, qui freak, puis qui tue. Et en même temps, je ne vais pas le dénoyer, en même temps, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que ça arrive. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect qui me vient à l'esprit par rapport à ta question, c'est comment le racisme engendre des troubles de santé mentale. Mm-hmm. Et donc, ça, je n'ai pas de données spécifiques à l'appui, mais c'est quelque chose qui est quand même discuté, comment le racisme a un impact sur la santé mentale. Ça c'est documenté. Donc, je n'ai pas de statistiques aujourd'hui à vous présenter, mais j'en parle maintenant parce que moi, quand j'étais en 2015 à Toronto, j'ai visité CAMH, l'hôpital de santé mentale. J'ai trouvé ça étrange qu'il y ait autant de personnes noires sur les lieux. Je me retrouve en 2023 à l'Institut de santé mentale de Montréal comme patient, qu'on appelle à l'époque Louis H. Moi, j'ai connu l'hôpital sous le nom de Louis H. Et le taux de personnes noires, j'étais habitué à voir des employés noirs dans les hôpitaux. Les médecins blancs, des infirmières noires, ma mère est infirmière notamment, des préposés noirs, mais il y avait non seulement des employés noirs, mais la proportion de personnes noires à Louis H, personne ne le sait.
Mais c'est intéressant, ça. C'est fou. C'est incroyable. Moi, c'est comme cette information-là, je me dis... C'est pas une anecdote, c'est statistique, là, même. Là. Exact. Oui. Je sais pas si c'est vrai dans tous les endroits. L'Est de Montréal est un endroit particulier parce qu'il y a une plus forte proportion de personnes noires. Mais moi, ça m'a choqué. Là. Ça m'a choqué à un point où j'étais dans un état de manie avec épisode psychotique. Mais ça m'a choqué au point où je pensais que littéralement, je suis à surprise. J'arrivais pas à croire qu'il y avait autant de noirs comme patients. Est-ce que tu as été bien traité? Est-ce que tu as été bien... parce que c'est difficile, là, je veux dire, ce genre de contexte-là. Moi aussi, j'ai été hospitalisée quand j'étais enfant. C'était pour des troubles alimentaires, là, mais c'est toujours un peu choquant. Là. Ouais. Je dirais oui et non. Je pense qu'il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent. Je pense que j'ai pas vu de gens de mauvaise volonté. Mais est-ce que l'urgence de cet hôpital-là était configurée de manière à ce que je me sente bien? Pas sûr. C'est vraiment courageux que tu en parles, en tout cas. Je trouve ça vraiment généreux que tu en parles. Pourquoi tu as décidé de t'ouvrir sur cette question-là? Différentes choses. Quand j'en ai parlé publiquement pour la première fois, c'était l'an dernier, en janvier 2024, de mémoire. Puis, c'était pas une question, c'était pas un choix pour moi d'en parler. Des personnes comme Varda Étienne, des personnes comme Michel Mambaran l'avaient fait avant moi. Puis, je savais comment ce que ces gens-là avaient fait. Puis, je peux ajouter les campagnes de sensibilisation, comment ça m'avait aidé à accepter le diagnostic que j'ai fini par avoir. Puis, pour moi, c'est comme la roue qui tourne ou le passer au suivant. Quand on parle du rejet de l'individualisme, ça, c'en est un exemple. Je peux pas bénéficier de ça, vivre mon expérience, puis faire « Ah, ouais, moi, je continue ma vie. » Surtout que... Et donc, l'esprit du collectif, ça, c'en est un exemple important. Puis surtout que je porte des privilèges qui font en sorte que si moi, j'en parle, j'ai pas un employeur qui va me congédier. J'ai une structure assez solide qui fait en sorte que... j'en subis pas les contre-coups à vous en parler aujourd'hui. Puis, il y a des histoires de personnes qui ont le même diagnostic que moi, le diagnostic de bipolarité, qui finissent dans la rue, et qui finissent par mourir, qui s'en remettent jamais. Fait que c'est important. Fait que je ne veux pas me mettre de l'armure de chevalier en me disant il faut que j'en parle absolument, mais c'est juste... Ça dédramatise. En fait, je trouve ça... Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait comme du bien. Parce que je te voyais tellement comme parfait. Puis dans ma tête, je suis comme, hey, on a le droit d'être imparfait. Ça revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire par rapport au livre. Cette quête de perfection qui t'a habité quand tu étais enfant, cette quête d'être le premier parce que tu as été élevé comme ça. Puis on est dans une société capitaliste qui accepte pas les faiblesses. Puis dans une société où les familles d'immigrants, moi, je voyais beaucoup ma famille indienne là-dedans. C'est pas dans la réalité des choses. On parle pas de ça. Là. Non, exact. Puis tu sais, moi, il y a un aspect, bien sûr, pathologique à la santé, à la maladie mentale. Donc, je souhaiterais pas demain matin retomber en psychose. Ben non. Mais, il y a quelque chose quand même. Il y a une expérience dans la psychose sur laquelle j'arrive pas à mettre des mots qui est riche et qui échappe à la personne qui n'a pas vécu la psychose. Mais ça, il y a juste des personnes qui ont vécu une psychose qui peuvent dire « Hey, gang, vous savez... » Comme la personne autiste va dire « Hey, gang, genre, vous me voyez comme un problème, mais il y a quelque chose qui est quand même important à reconnaître dans ce que je vis. » Donc, je répète que je suis pas en train de conseiller de tomber dans ces états-là. Mais il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de... Mais c'est un peu, je sais pas si c'est paranormal, je ne vais pas le glorifier, mais il y a une validité. Il y a une validité dans l'expérience que je pense qu'on invalide parce qu'on se dit, on veut pas vivre une psychose, bien mais entendu. Je trouve que c'est les bouts, dans les premiers chapitres, puis dans les derniers chapitres, il y a 2 épisodes que tu racontes, puis je trouve que tu le racontes bien. Je trouve, à la limite, c'est ça, je veux pas non plus glorifier, mais je trouvais qu'il y avait une beauté là-dedans, puis tu l'expliquais comme tu le vivais à ce moment-là. Ouais. Pas juste comme de l'extérieur, comment les gens ont pu percevoir la folie ou l'épisode où ils comprennent pas ce qui se passe. Non, toi, tu comprenais ce qui se passait. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne se souviennent pas de ce qu'ils ont vécu. Moi, je me souviens.
c'est pété, mais c'est... Ouais, t'as double tranchant, là. Aïe, aïe. Ouais, c'est pété, mais la vie a fait ça à sorte que je m'en souviens et ça rajoute je trouve ma responsabilité de parler de ces choses-là, en fait. Ben, on voulait te remercier par ce podcast et aussi personnellement ça a tellement d'avoir passé abordé vite. tout ça. Mais oui, on serait resté toute la journée. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton livre, le plus important message? C'est une bonne question. De moi, quelques secondes. Je veux pas t'orienter, mais je trouve que tu parles beaucoup d'amitié, de collectif, de... Tu te sens quand même québécois. Il y a quelque chose de beau que je trouvais là-dedans quand tu disais que tes propos dans le livre puis dans tes chroniques, c'est pas une attaque envers le peuple québécois. Je tire pas dans mon propre but. Puis entre les ans, je disais un récit collectif. Je disais le récit d'un Québécois qui parle, en tout cas, du collectif. Puis de... Ouais, je pense que c'est ça que... Je pense que ça rejoint, en fait, ce qui m'habite. Puis ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, mais je veux inviter le monde à prendre très sérieusement les principes d'amour, d'amitié, de jouer ensemble, de ne pas se prendre au sérieux, de vraiment d'aller dans la vulnérabilité, dans l'intimité. C'est le temps, là. C'est pas dans 2 ans, là. C'est maintenant que c'est le temps de commencer. Puis je dis ça, parce que ça peut sembler très weird ce que je vais dire là, mais je dis ça parce que je suis conscient qu'il y a des personnes qui vont m'écouter, qui vont faire bla, 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 bla. D'autres personnes qui vont dire « Hey, ça me tente, mais voici mes barrières à moi qui font en sorte que je suis gêné, je suis ci, je suis ça, ta, ta, ta. » J'ai pas la solution par rapport à ces enjeux-là. Mais tout ce que je dis, c'est « Ah ouais. Comme « Ah ouais, il faut qu'on se déniaise. » C'est le temps de se déniaiser pour vivre le monde qu'on veut réellement vivre. Je crois vraiment qu'on a tous et toutes quelque chose qu'on porte qui mérite de voir le jour. Puis c'est pas demain, c'est pas comme ça, c'est pas dans 2 ans. C'est comme c'est le temps, là. Bon garçon, compliment égaré. Donc ça, c'est disponible. Aux Allez éditions lire Saint-Jean. ça. Oui, c'est une excellente conclusion. Merci Fabrice d'être passé nous voir. Merci Fabrice pour cette discussion Ben, extrêmement riche, généreuse. C'est un privilège. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Bye bye! Cool.